Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mars 2025. Comme d'habitude, il est 9 h et nous allons vous accompagner jusqu'à 10h30. Et Amel Arabi nous rejoint déjà. Amel, bonjour. Comment ça va, Amel? Ça se passe bien? Alhamdulillah, en forme. Comme toujours, comme toujours, on dort tôt avec Amel. Ah oui, moi je dors. L'hygiène de vie, moi je change pas mes habitudes. On respecte à la lettre. Exactement. Bravo. Bah, merci. Il va falloir nous coacher sur quelques plans, Amel, n'est-ce pas? Il n'y a pas que toi. Moi qui me disais cette année, allez, je vais respecter. Belle résolution? Bon. Pas trop, hein? Pas trop. Veiller jusqu'à 4 heures? Bon, ça va. Je l'ai faite une seule fois, mais depuis bon. le début de Ramadan. Ouais, ça, ouais. Bah, ça peut arriver. Je dénonce. Je vois ça. J'ai même pas comment me cacher là. Du tout. Même pas. Alors Amel, aujourd'hui, c'est une journée où on fête un élément, un élément vital. L'eau. Ah oui. L'eau, c'est la vie. Ah oui, ça c'est la vie. Eh bien, justement, le 22 mars de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de l'eau. Et l'eau, nous en parlons ce matin en compagnie d'un spécialiste qui va nous parler donc, de cette denrée vitale. Très importante, oui. Vitale. Ah oui, oui, franchement, oui. Voilà. S'il n'y a pas d'eau, on ne vit pas. Hein. On ne vit pas. Et puis, c'est une ressource et source qu'il faut préserver. Prendre soin aussi. Hein. N'est-ce pas? Ah oui, oui. Préserver, surtout. Voilà. Alors, aussi, nous allons parler de solidarité ce matin. Tu as entendu parler, au fait, du Grand Ftour qui a été organisé? Il a été organisé 2 fois de suite. Sur Alger? Oui. Alger Centre, je pense? Oui. Durant ce mois. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, oui. Mais c'est exceptionnel. C'est énorme, hein? C'est énorme. C'est long. C'était beau à voir aussi. Ah oui, oui, franchement. Belle ambiance. Ah oui. C'était une belle ambiance. Je félicite surtout les bénévoles. Hein. Les bénévoles, effectivement, les organisateurs. Ah, et puis même les invités hein, qui étaient là. Exactement. Pour le rendez-vous, n'est-ce pas? En fait, c'est le concours de tous qui fait la réussite d'un événement particulier. Exactement. Le partage. Voilà. Le partage. Exact. Effectivement. Donc, nous allons revenir sur aussi ce grand tour qui a eu lieu 2 fois de suite durant ce mois béni. Et au fait, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de négocier ton salaire? Non, jamais. Non. 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 Tout simplement. Oui. Eh bien, il y a plusieurs situations où les personnes donc, peuvent, lors d'un entretien, négocier leur salaire, mais parfois, en négociant notre salaire, c'est soit on perd beaucoup. Ah bah oui. N'est-ce pas? Ouais. Pour plusieurs raisons, par modestie, on n'a pas envie de paraître trop gourmand, n'est-ce pas? Donc on passe à côté de son vrai salaire. D'accord. Ou bien, donc on va perdre carrément, on ne sera pas carrément retenu pour le travail parce que nous avons placé la barre trop haut. Oui, n'est-ce pas? Oui, alors justement, comment négocier son salaire? Quelles sont les erreurs à éviter? Eh bien, ce sera notre ami Yassine Yalla qui répondra à nos questions. Et comme chaque samedi, nous terminerons l'émission en compagnie de notre ami Amina Zeri qui reçoit ses invités, qui reçoit des artistes pour cette matinée. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, hier tu nous avais annoncé une vigilance orange. Oui. C'est toujours d'actualité, Amel? Moins qu'hier. Moins qu'hier, oui. On n'est plus sur vigilance orange, c'est bon. On n'est plus. Non. Mais il y a toujours des vents, mais pas une vigilance. Pas une vigilance. Voilà. Il faut quand même faire attention. Hein, oui. Exactement. Je donne un peu plus de détails pour la journée d'aujourd'hui. C'est parfait. Ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Donc, on y va. On y va. On y va pour la prévision. Donc merci Nour, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour cet après-midi, Météo Algérie prévoit un ciel plutôt localement nuageux. C'est une grande partie des régions nord avec des vents qui vont souffler sur les régions de l'ouest et également sur les hauts plateaux du centre avec des passages nuageux et de la brume en ce début de matinée sur les régions de l'est. Puis le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé. À noter aussi quelques
pluie par endroits durant la journée sur les régions côtières et intérieures de l'ouest. La moitié sud, des passages nuageux toujours vers l'extrême sud, le Sahara central, le Ghar Tassili, le Sahara oriental avec des foyers orageux. Et ces nuages peuvent donner quelques pluies, mais cette fois-ci sur le sud des oasis. Partout ailleurs, un temps dégagé à partiellement voilé. À noter des flocons de sable sur le sud-ouest, le Nord Sahara et les oasis. Les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu 25 degrés le maximum, cette fois-ci du côté de Guelma, 24 à Sétif, 29 à Batna, 21 degrés du côté de 23 du côté de 29 du côté de Batna, 21 Tizi Ouzou et également Djelfa, 20 degrés à Annaba, 22 Alger, 15 le minimum à Tiaret, 17 à Albayot, 18 à Tiaret, à Tlemcen, 19 degrés à Oran, au sud 27 degrés à Béchar, 29 Tindouf, 35 à Gardaya, 34 Janet, 40 degrés à Biskra, 36 Ilizi, 42 degrés le maximum Insalah et Bourj Bedjimourtar, en passant par les 41 degrés à Ingezem. La mer aujourd'hui se montrera agitée sur les côtes est, mais très agitée sur les côtes ouest et centre. Des vents qui arriveront jusqu'à 60 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents sont de secteur sud-ouest sur les côtes ouest, de secteur ouest sur les côtes centre et 10 à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront variables. On va faire un petit tour du côté de l'Amérique du Nord. Eh bien, on aura un temps nuageux vers Vancouver et Mexico, partiellement voilé à Washington, également Miami, dégagé à Dallas, peu nuageux en Californie. Quelques pluies éparses du côté de Montréal, mais des passages nuageux à New York. Le mercure affichera 9 degrés seulement à Vancouver, 10 à Montréal, 16 à New York, 21 à Washington, 23 en Californie, 24 à Miami, 29 le maximum à Dallas en passant par les 25 degrés à Mexico. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et donc, Amel, on notera des températures plutôt agréables au nord. Au nord, oui, par endroits. À l'est, l'intérieur est, oui. Très élevé au sud. Hein. Au sud. Là, on l'extrême sud et le Sahara central. On arrive à des températures plutôt caniculaires. 42 pour un mois de mars, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Bon. Donc, on appelle à vigilance, encore une fois, pour les gens du sud. Bah oui. N'est-ce pas? Bah oui, le soleil tape. Hein. Effectivement. Mais bon. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Amel, pour les nouvelles du ciel. On se retrouve tout à l'heure. Inch'Allah. Après journal télévisé du midi. Et 19h. Et demain, à partir de 8h, 9h. 9h, pardon. Bon, ce sera pour bientôt. Hein. Oui, bientôt pour 8h, oui. Et donc, en compagnie de notre ami Radia Boulmaali. Voilà, merci beaucoup, Amel. Et à tout à l'heure. Et on continue, ce sera pause musicale en compagnie de Samira Abrahamiya. Et on se retrouve juste après.
voilà, donc très très belle chanson de Samira Brahmiya. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de négocier votre salaire? Est-ce que vous avez bien négocié surtout votre salaire? Vous n'êtes pas passé à côté? Pas trop cher, pas trop haut, surtout. Eh bien, ce sont des questions auxquelles notre ami Yassine Yala répondra. Yassine, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va? Ça va? Ça se passe bien? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Alors, soyons honnêtes, ça nous est tous déjà arrivé. Tu reçois une offre et tu acceptes. Et tu te dis, ça bouillonne à l'intérieur, et tu te dis, ok, je ferai peut-être mieux la prochaine fois. Arrive la prochaine fois, et c'est toujours le même problème. Vous négociez toujours pas votre salaire. C'est peut-être pire. Voilà, c'est peut-être pire. C'est peut-être pire. On se dit, on a de l'expérience, mais c'est là où finalement on passe à côté. Absolument, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors justement, Yassine, qu'est-ce qui fait qu'on passe à côté? Finalement, pourquoi on négocie mal? Alors, il y a on sait ce qu'on veut. Absolument. Alors, il y a plusieurs raisons justement qui nous pousseraient à ça. Alors, on a déjà du mal à parler d'argent pour trois raisons. La première, c'est la peur de paraître trop gourmand. C'est-à-dire, tu te dis que si je vais demander tel niveau de rémunération, ils vont me prendre pour un opportuniste, ils vont penser que je suis prétentieux, etc. Donc ça, c'est le premier point. Or que les recruteurs s'attendent très bien à ce que vous négociez, à ce que vous demandez quelque chose. Si demain, tu vas acheter, par exemple, une voiture ou une maison et tu proposes, et voilà, tu dis, je veux tel montant, et le vendeur l'accepte, quelle est ta première réaction? Alors, soit tu vas être très très contente, ou tu vas te dire, j'aurais dû négocier moins cher. Oui. Donc, c'est exactement ça en entreprise et avec les recruteurs. Donc, il faut toujours demander. Donc, il faut oser demander. Donc, il n'y a pas de peur à paraître gourmand ou opportuniste, parce que tout simplement, les recruteurs s'attendent à ce que vous négociez. Il y a aussi une deuxième raison pour laquelle on a du mal justement à parler d'argent. Beaucoup de gens disent moi je réussis les entretiens, je réponds à toutes les questions, même les plus difficiles, mais dès qu'on me parle des prétentions salariales, je bug, je bloque. C'est un peu le problème de tout le monde. Oui. Alors il y a ce qu'on appelle en psychologie le syndrome de l'imposteur. C'est ça, c'est exactement ça. C'est se dire, je ne mérite peut-être pas autant, peut-être que... on se sous-estime. On se sous-estime. C'est peut-être dû à notre éducation ou à un certain nombre de paramètres. Et on se dit que peut-être on va pas être... on n'est peut-être pas à la hauteur de ce niveau de rémunération qu'on demande. Et tu sais, d'après les recherches et des études qui ont été faites, les femmes souffriraient plus du syndrome de l'imposteur que les hommes. Alors, si par exemple il y a un salaire qui est proposé entre X et Y, une fourchette entre X et Y, Y c'est le niveau plus élevé, alors qui c'est qui va demander le Y? C'est souvent l'homme. La femme, souvent pas. Elle va plus aller vers le X. Et d'après, justement, pour donner des chiffres, 30% de femmes, alors les femmes négocieraient de 30%, pardon, en moyenne, moins que les hommes. Pour une raison, il y a une raison derrière ça. Alors les femmes pensent qu'il faudrait avoir 100% des compétences pour négocier, pour demander 100% de la rémunération. Or qu'un homme, il suffit qu'il ait 60%, c'est d'après les recherches, la mouche elle est très contente. Apparemment, elle vient négocier elle aussi. Elle vient négocier. Donc il faut, les hommes pensent que si on a 60% des compétences, là on demande. Il y a un travail sur le mindset à faire finalement. Il y a un travail sur le mindset. Et aussi, comme je le disais, il y a la culture et l'éducation. Voilà. Ça pousse les gens à ne pas être à l'aise avec les histoires de salaire et d'argent. Donc, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de familles, dans beaucoup de milieux, parler d'argent est tabou. Donc, on ne parle pas forcément de salaire avec, voilà, même pas avec le recruteur, alors qu'ils sont là pour ça, justement. Donc il faut oser demander. Et aussi on nous a appris à travailler dur et ne pas attendre une récompense en retour, ou peut-être attendre à ce qu'il y ait une récompense petit à petit. Mais on sait tous que les entreprises, que les recruteurs ne sont pas des parents bienveillants et qu'il faut demander. Voilà, tout simplement. Négocier. Il faut négocier. Il faut négocier. Si tu ne demandes pas, tu n'auras rien. Tout simplement. Voilà. Justement, Yassine, pour bien demander et pour bien négocier, et donc au moins avoir un salaire qui sera au moins à la hauteur des compétences et des efforts que la personne va fournir, quelles sont peut-être les erreurs à éviter absolument. pour ne pas
passer à côté de sa négociation. Absolument. Alors, il y a des erreurs justement classiques et qui coûtent de l'argent en négociation salariale et en entretien. Alors, la première, c'est la plus répandue, c'est la plus commune, c'est accepter la première offre trop vite ou tout de suite. Ça, c'est erreur fatale. Alors, si on te dit, par exemple, on te propose tel salaire, tu dis, OK, tout de suite, oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Là, vous perdez tout de suite votre marge de négociation. La marge de négociation, elle disparaît immédiatement. Alors, exemple de mauvaise réponse, oui, ça me convient. Là, là vous arrêtez tout de suite. Mais il y a une meilleure proposition, il y a une meilleure réponse. Merci beaucoup pour votre offre. Je vais l'examiner et je reviens vers vous rapidement. Voilà, dans 48 heures, dans 24 heures, etc. Mais si vous dites rapidement, c'est déjà bien. Donc, vous remerciez pour l'offre et vous prenez le temps. Vous dites, voilà, je vais prendre une journée, 2 jours, j'y réfléchirai et je reviendrai vers vous. Donc ça, c'est la première erreur. C'est accepter la première offre trop vite. Aussi, ne pas connaître sa valeur sur le marché. Donc aujourd'hui, vous vous posez tout simplement la question, vous vous dites, combien gagne une personne qui fait exactement le même job pour lequel je candidate dans une entreprise pareille ou dans une entreprise concurrente ou dans le même secteur d'activité. Là, si vous postulez à l'international, vous pouvez consulter des plateformes comme Glassdoor, comme LinkedIn Salary, comme Indeed. Là, vous pouvez voir tout ce qu'il y a à faire par rapport au salaire et tout ce qui est donné pour des gens qui occupent le même poste. En revanche, si vous êtes en Algérie, vous ne pouvez peut-être pas avoir ce genre d'informations. Si vous cherchez bien, parce qu'il y a toujours des devoirs, entre guillemets, à faire en amont, avant l'entretien, là, vous pouvez toujours trouver quelqu'un. Vous pouvez soit parler à un professionnel. De toute façon, des réseaux où on peut. Exactement. On peut demander, déjà sur LinkedIn, sur LinkedIn, il est important d'avoir le maximum de personnes sur LinkedIn déjà pour que vous puissiez déjà discuter avec eux et avoir déjà une idée sur la fourchette salariale qui est proposée pour ce poste-là. Parmi aussi les erreurs les plus fréquentes, c'est de ne parler que du salaire fixe. Le salaire, c'est pas tout ce qu'il y a c'est pas uniquement ce qu'il y a sur la fiche de paye. Donc il y a aussi un ensemble d'avantages en nature, comme un véhicule de fonction, un véhicule de service, comme des primes, un 13e mois, une prime de fin d'année, des formations payées par l'employeur, des possibilités de télétravail, des horaires fixes, etc. Voilà, donc il faut essayer de sortir un petit peu de... C'est vrai que lorsqu'on parle de négociation salariale, on est plus braqué sur la fiche de paye que les avantages qu'on peut, desquels on peut bénéficier. Tout à fait. Alors si on ne vous donne pas un meilleur salaire, vous pouvez toujours négocier les avantages et miser sur les avantages. Pour équilibrer, quoi. Pour équilibrer, voilà. Et puis il y a des avantages qui n'ont pas de prix. Qui n'ont absolument pas de prix. Une formation, par exemple. Une formation. Si, par exemple, on vous propose des horaires flexibles, ça n'a pas de prix. C'est vrai. Ça n'a pas de prix. C'est-à-dire l'essentiel, c'est que vous êtes tenu par les résultats et non pas par un présentéisme. Entre nous, pour moi, ça n'a pas de prix. Après, chacun son cadre de référence. Mais pour moi, si on me propose ça... c'est la grande tendance. Hein. Oui, c'est la grande tendance. Les horaires fixes. Depuis le Covid, c'est devenu la nouvelle norme. La nouvelle norme, voilà, effectivement. Mais sinon, Yacine, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour bien négocier? Là, par contre, je vais ouvrir grand les oreilles. J'espère, et les yeux aussi. Et les yeux aussi. Alors, déjà, se préparer pour tout l'entretien. Il faut toujours faire ses devoirs, comme je disais. Et quand on se prépare pour l'entretien, il faut préparer aussi ce segment de l'entretien qui est les prétentions salariales. Donc, tu te prépares, tu fais des recherches. À travers ton réseau, comme tu le disais, tu demandes à un professionnel qui connaît bien la rémunération et les salaires, tu fais une étude sur ce qui se passe, tu fais des recherches sur ce qui se passe. Et je disais, je répète, je réitère, si vous postulez à l'international, il y a des plateformes formidables comme Glassdoor, LinkedIn Salary, Indeed, etc. Et vous pouvez avoir une fourchette plus ou moins détaillée, c'est-à-dire sur ça. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire pour la négociation salariale? Il faut lister ses réalisations de manière concrète. Voilà, donc au lieu de dire, par exemple, au lieu de dire j'ai de l'expérience dans la gestion de projet, alors ça c'est plat, ça ne rajoute rien à la discussion, à l'entretien, et aussi ça laisse aussi le recruteur sur sa faim. Mais après on vient avec un CV, donc le CV, déjà il parle tout seul, j'ai envie de dire. Tout à fait, mais l'entretien est tout aussi important que le CV. Donc au lieu de dire j'ai de l'expérience dans la gestion de projet, tu peux dire, il y a une meilleure réponse, tu peux dire j'ai mené 3 projets à terme en respectant les délais et en réduisant les coûts de 10% ou de 15%. On parle plus de résultats. De résultats, de ce que vous avez accompli, de chiffres.
Si tu dis par exemple, je sais très très bien gérer les équipes, aussi, c'est plat, ça laisse le recruteur sur sa faim. Dites plutôt, j'ai formé 10 personnes, j'avais 10 personnes dans mon équipe, je les ai formées et leur productivité a augmenté de 10%, de 15%, de 20% en une année. Voilà, donc là, il y a des chiffres. Donc déjà, ça aide un petit peu. Vous faites une bonne introduction, un bon préambule pour la négociation salariale. Donc lorsque vous préparez, lorsque vous annoncez votre chiffre, donc il y aura des réalisations. Il y a déjà des réalisations concrètes qui ont été énoncées dès le départ. Et palpable et vérifiable, surtout. Exactement. Aussi, tout ce qui est body language, c'est très très important. Il faut adopter la bonne posture. La bonne posture. Donc il y a la voix, il y a l'intonation, il y a tout ça est très très important dans la négociation salariale. C'est pas uniquement le CV et l'entretien et ce que vous dites, c'est que ce que vous dégagez aussi. Donc il faut parler avec assurance, sans trop en faire parce qu'on risque. Voilà, pour ne pas tomber dans l'arrogance ou pour ne pas donner l'impression d'être arrogant. Donc, adopter la bonne posture, parler avec assurance. Alors, il ne faut jamais commencer ces phrases par « je ne sais pas si c'est possible, mais je voudrais avoir le salaire de… » Non, là, c'est… Ça sème le doute. Là, exactement. Donc, ça c'est à proscrire complètement. Remplacer plutôt par « sur la base de mon expérience, de mon expertise, de ma technicité, voici ce que je propose. » Et là, vous annoncez le salaire que vous… vous annoncez le salaire que vous demandez. Aussi, il faut éviter de trop se justifier, c'est-à-dire, il y a une technique qui est la technique du silence. Tu donnes ton chiffre et silence, on ne dit plus rien après. Donc, parce que plus tu parles, plus tu risques de te dévaloriser. Et de se tromper aussi, de se contredire. Mais surtout de se dévaloriser. Oui. Donc, et aussi, c'est une technique qui est utilisée par les recruteurs, parce que ils marquent toujours un blanc, c'est-à-dire ils se taisent toujours dès que vous annoncez votre chiffre, parce qu'ils essaient de vous faire parler après. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège et qui disent, voilà, moi je demande ça, mais alors dès qu'il y a le silence qui est installé, on dit, mais s'il y a un problème, on peut en discuter. Laissez le recruteur parler après ça. Dès que vous annoncez votre chiffre, laissez le recruteur parler. Même si ça prend 5 minutes, ben, je reste silencieux pendant 5 minutes et j'attends. Il y a aussi une autre technique c'est une technique très psychologique, c'est de proposer un montant qui est non arrondi et précis pour montrer qu'on s'est bien renseigné. Oui. Je donne un exemple. Alors, au lieu de dire « je demande », c'est juste un exemple, hein, je demande 80 000 dinars, dites plutôt je vise entre 82 000 et 85 000 dinars selon mon expérience et aussi les challenges du poste. Donc là, ça démontre qu'on a bien fait son travail ou qu'on a mieux fait son travail en amont aussi, qu'on s'est bien renseigné. Voilà, donc annoncer aussi un chiffre non arrondi. Non arrondi et précis. Voilà. Et puis une petite fourchette. Une petite fourchette, voilà, une petite fourchette bien sûr. Et aussi jouer sur le package salarial comme je le disais. Alors le salaire, ce n'est pas uniquement ce qui est mentionné sur la fiche de paye, c'est l'ensemble de tous les avantages. C'est plein d'autres éléments négociables, les bonus, les primes, les flexible hours, les horaires flexibles et tout ce qui est les véhicules de fonction s'il y en a, etc. Et si toutefois c'est un non, il faut essayer de transformer ce non en opportunité. Si on vous dit on ne peut pas vous proposer, on ne peut pas vous donner tel salaire pour des raisons budgétaires ou autres, là vous pouvez demander de renégocier votre salaire ou peut-être que le salaire pour que le salaire soit revu, soit revalorisé à l'issue de la période d'essai ou après 6 mois ou après une année. Mais attention, il faut que ça soit écrit. Il faut que ça soit écrit sur le contrat. Bah oui. Voilà, parce qu'après, ça devient des paroles et des vœux pieux. Voilà. Après, si l'employeur est de bonne foi, il peut toujours revenir sur ça. Oui. Mais il vaut mieux avoir ça par écrit. Vous négociez qu'à l'issue de la période d'essai ou après une année, après confirmation ou autre, le salaire sera revalorisé à tel… revu ou revalorisé à tel montant. Bah, j'espère que nos téléspectateurs pourront appliquer ça sur terrain. C'est pas toujours évident, hein, Yacine, finalement. C'est pas évident, mais il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut lister. Bien se renseigner. Voilà, bien se renseigner. Il faut lister ses réalisations de manière concrète. Il faut bien se préparer comme pour bien faire ses devoirs. Voilà. Et aussi le silence, assez souvent, c'est votre meilleur allié. Mais dans tout ça, Yacine, finalement, c'est la confiance en soi qui prime. Oui. C'est surtout ça, finalement. Oui, aussi. Donc, on démarre déjà sur de bonnes bases pour pouvoir par la suite, exactement, effectivement, s'imposer déjà de façon
Très subtil. Voilà, il faut adopter, il faut être affirmé, s'affirmer et être affirmé sans être arrogant, justement. Donc, c'est ça. C'est la confiance aussi est très, très importante. Merci beaucoup pour tous ces conseils, Je t'en Yacine. prie. Très bien, donc on se retrouve samedi prochain. On se retrouve samedi prochain, pour d'autres conseils. Et ça pour sera... d'autres conseils. Alors là, ça va être le contraire. Hein. Oui, donc justement. Là, on va négocier un salaire, négocier un contrat. Et samedi, alors, samedi prochain, ça sera... tu sais, je passe aussi le lundi. Donc, ça sera, oui. voilà. Ah oui. Donc, lundi, ça sera, on va parler de l'accident de travail, tout ce qu'il faut savoir sur l'accident de travail. L'accident de travail, c'est très fréquent. Hein. L'accident de travail, l'accident de trajet, les remboursements qui se font, etc. avec la CNAS ou la CASNOS. Et aussi, et le samedi prochain avec toi, on va voir justement tout ce qu'il faut savoir sur la rupture de la relation de travail. Donc on va parler du licenciement économique et disciplinaire et autres. Très bien. Merci beaucoup, Yacine. On te souhaite une très belle semaine. Déjà, on se retrouve lundi en compagnie de notre ami Radia Boulmaali, puis samedi, pour parler de rupture de contrat. On sera à la veille de l'Aïd. La veille de l'Aïd, Inch'Allah, oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Yacine. Merci. Très belle semaine. Et on continue. Donc, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un phénomène, malheureusement, qu'on retrouve très souvent tout au long de l'année, mais un peu plus durant le mois de Ramadan. Il s'agit du gaspillage. Et cette fois-ci, ça va être une sonnette d'alarme qu'on tire à travers le reportage qui est signé Nawal Benjilali. On se retrouve juste après. Le gaspillage alimentaire est une problématique préoccupante dans le monde, entre autres l'Algérie. Phénomène qui consiste à jeter des aliments encore consommables et qui s'accentue particulièrement durant le mois de Ramadan. par exemple ندير نسحق شوربه سالاد دي فوا نزيد حاجه هكا بسيطه ثاني خضره نطيبها دونك عادي. Les achats de Ramadan, je ne le fais jamais avant Ramadan. Moi, je fais mes achats du jour au lendemain. Ce que j'ai besoin, j'achète tout ce que j'ai besoin le jour même. Et quand ça finit, je rachète le lendemain, etc. Donc vous avez une liste, vous suivez votre liste? Je ne fais même pas de liste. Quand je me réveille le matin, je vois qu'il n'y a pas à manger, il manque ça et ça et ça. Je note et je vais au marché. Durant le mois de Ramadan, on a la période avant Covid et après Covid. Donc l'avant Covid, la quantité du gaspillage était très importante. Donc durant le mois de Ramadan, la quantité de déchets augmentait de 10% comparé aux autres mois de l'année. D'après Covid, donc on a enregistré une régression remarquable par rapport au gaspillage alimentaire qui est passé de 10% à 2%. Donc ces dernières années, on a constaté une prise de conscience remarquable et tangible du citoyen algérien. La mauvaise planification des achats, une préparation excessive de quantité de nourriture et bien sûr la conservation inadéquate des aliments à cause d'insuffisance de techniques de conservation. C'est ce qui encourage le gaspillage. On voit le gaspillage alimentaire sur le terrain quand on sort. Est-ce qu'on trouve autant de pain qu'avant? Moi, je dis que le constat, c'est nous-mêmes qui l'ont fait. On n'a pas besoin d'apprécier des indicateurs parce qu'on le vit au quotidien et je le vois au niveau des rues, je le vois au niveau de certains ménages et je le vois aussi en discutant avec les gens. L'Agence nationale des déchets en Algérie, créée en 2001, joue un rôle clé dans la gestion et la valorisation des déchets. Agit comme un acteur central dans la transition écologique, donc réduire, recycler et valoriser les déchets. Les objectifs de l'Agence nationale des déchets résident dans ces missions. Alors, à titre de rappel, les missions de l'AND consistent à accompagner les collectivités locales pour améliorer la gestion des déchets. Cet accompagnement prend la forme de l'élaboration des études qui peuvent être réalisées pour le compte des collectivités locales. Ces études-là sont, parmi elles, nous avons les schémas directeurs de gestion des déchets ménagers et assimilés à travers les territoires communaux et qui sont régis par un décret qui est le décret 07-205 relatif à l'élaboration de ces schémas. Alors, ce schéma directeur, c'est un tableau de bord pour la collectivité locale. Elle lui permet d'avoir et de prendre connaissance des différentes contraintes qui sont relevées à leur niveau et de pallier à cela à travers des propositions de scénarios. Le total de cette étude nous permet d'améliorer le service public rendu aux citoyens, c'est-à-dire avoir une meilleure prestation de service
pour le compte du citoyen en termes de collecte et de transport des déchets ménagers assimilés. Il y a un autre objectif aussi qui est l'obtention d'une information fiable. L'une des missions de l'Agence nationale des déchets, c'est élaborer et actualiser une base de données. Cette base de données nous permet d'apprécier et de disposer d'indicateurs de performance en termes de gestion des déchets. C'est-à-dire, quelle est la quantité qu'on produit au quotidien? Le gaspillage alimentaire a des impacts multiples et profonds sur les plans économiques, environnemental, social et éthique, qui affectent non seulement les individus, mais aussi les communautés, les écosystèmes et la planète entière. Face à cette situation, plusieurs initiatives et démarches ont été prises par l'Agence nationale des déchets, campagnes de sensibilisation et autres. L'impact environnemental des déchets, on est en plein mois de Ramadan. Quand on parle de déjà la composition, ensuite on parlera de l'impact de chaque catégorie de déchets. Vous avez la composition de la poubelle algérienne. La poubelle algérienne est composée de 54% de déchets organiques. Donc plus de la moitié de notre poubelle, ça représente une matière organique. La matière organique c'est une matière qui pollue déjà les sols à travers le jus des déchets, on l'appelle l'exévia. L'exévia est un jus ou un liquide vraiment toxique qui est généré par ces déchets organiques. Vous avez aussi les gaz à effet de serre qui sont générés par ces déchets organiques. Et les gaz à effet de serre, ça pollue l'air et l'environnement d'une manière générale. Toutes les activités qui peuvent être réalisées ne peuvent aboutir s'il n'y a pas une campagne de communication et de sensibilisation. D'ailleurs, c'est dans ce sens que l'Agence nationale des déchets travaille beaucoup, surtout ces derniers temps, par rapport à cette activité, pour toucher les différentes cibles, que ce soit citoyens, écoles et autres, pour sensibiliser sur l'intérêt d'améliorer la gestion des déchets et aussi d'avoir des pratiques éco-responsables au quotidien. De lutter contre ce fléau, il est essentiel de renforcer ses efforts de sensibilisation et d'adopter une consommation plus responsable. Éco-gestes, économie circulaire pour un avenir plus durable et équitable. Arrêtez d'acheter du supplément, arrêtez d'acheter des kilos et des kilos. Achetez ce que vous avez besoin. ماشي بالغاسبياج للبيئة للمجتمع للفرد نفسه الانسان قولي باش يغاسبيها يقتصد يشري قسمه ياكل ويقتصد الباقي يصرفوا في حاجه اخرى. Et voilà, c'était donc le gaspillage, un phénomène qu'on voit tout au long de l'année, mais particulièrement le mois de Ramadan. Et cette fois-ci, comme je vous disais ce matin, aujourd'hui, le 22 mars, c'est une date qui correspond à la journée mondiale de l'eau. Donc cette ressource vitale pour l'humanité, pour la vie, pour l'humanité. Et nous en parlons ce matin en compagnie d'un spécialiste donc, de la question. Il s'agit du professeur Tariq Hartani. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, chers auditeurs et téléspectateurs. Marhaba bik. Alors vous êtes professeur en hydraulique et aussi vous êtes directeur donc, de l'École nationale supérieure d'agronomie. Marhaba bik. Merci, c'est gentil. Alors aujourd'hui, c'est le 22 mars à travers le monde. Donc nous célébrons la journée mondiale de l'eau, n'est-ce pas? Alors de votre côté, au niveau de l'école, comment se passe cette célébration? Effectivement, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de l'eau. Donc c'est une occasion pour sensibiliser la population, les étudiants et toute la communauté sur l'intérêt d'avoir une eau saine, protéger l'eau que nous buvons, que nous consommons et qui sert à nous alimenter. Donc à travers un certain nombre d'activités qui ne sont pas uniquement fixées pour le 22 mars, mais tout au long de l'année, nous avons un certain nombre d'activités, de manifestations scientifiques, culturelles. Donc nous avons des clubs scientifiques et culturels qui font des activités de sensibilisation, de formation, de vulgarisation sur un certain nombre de techniques ou d'innovations par rapport à la question de l'eau. Nous avons donc des étudiants qui sont très dynamiques, très à jour en fait des découvertes ici et là, qui nous présentent de temps en temps leurs objets, et tout cela avec l'encadrement donc de leurs enseignants.
Voilà. Alors, c'est vrai que les étudiants ne cessent de nous impressionner par leur engagement et par leur conscience, justement, de participer au développement, finalement. Mais, professeur Hardani, justement, là, nous étions en train de voir un reportage sur le gaspillage et vous étiez en train de me dire qu'il était temps, finalement, de penser au recyclage. Et il y a aussi le recyclage de l'eau, vous me disiez. Alors, parlez-nous un peu de ce projet. Oui, effectivement, le recyclage de l'eau, c'est un volet très important dans l'équation de l'économie de l'eau. Le recyclage de l'eau qui peut être soit domestique, c'est-à-dire celle rejetée par les habitations, mais également industrielle ou agri-industrielle. Nous avons entre autres initié un projet international, projet PRIMA, sur le recyclage de l'eau issue de l'industrie agroalimentaire, plus particulièrement sur les huileries, donc les rejets des huileries et également les rejets des fromageries. Donc nous travaillons avec des entreprises privées à partir desquelles nous prenons l'eau, nous récupérons l'eau rejetée et nous la traitons. Nous avons donc acquis un pilote donc, qui effectue les traitements et nous testons cette eau sur des cultures, sur des champs au niveau de nos parcelles. Et nous essayons donc de valider, d'examiner, d'analyser les résultats. Et tout cela en impliquant les étudiants et les étudiantes donc, pour voir un peu comment on analyse, comment on collecte, comment on traite et surtout combien. Parce que toute la question se pose si on devait étendre ces techniques ou ces pratiques à l'échelle de toutes les wilayas ou de plusieurs wilayas, combien de volume d'eau pourrons-nous apporter pour soulager le secteur de l'eau en termes de ressources. Effectivement. Alors aussi, en plus donc, du recyclage, il y a aussi tout un projet sur la collecte de l'eau, particulièrement la collecte de l'eau de pluie, n'est-ce pas? Oui, il y a un volet très important dans les projets de réhabilitation, c'est en fait de récupérer les eaux qui tombent sur nos toitures. En fait, il faut savoir qu'un millimètre d'eau, c'est 10 litres par mètre carré. Donc, si on a des superficies de 100 mètres carrés, 800 mètres carrés parfois sur des grandes bâtisses, on peut récupérer beaucoup d'eau, collecter beaucoup d'eau de pluie qui est relativement bonne pour irriguer des pelouses, irriguer des arbres, nettoyer des routes, donc entretenir un certain nombre de parcelles. Donc, c'est une culture à inculquer aux jeunes d'abord et ensuite à imposer, à mon avis, dans un certain nombre de projets de développement, de projets de construction pour que nos villes soient propres. Et c'est une installation à part entière, finalement, qu'on devrait avoir sur nos toitures pour pouvoir bénéficier ou pour pouvoir donc, participer à cette collecte, finalement. Bien sûr. Et puis, il faut savoir que cette pratique se fait également dans d'autres pays. Je cite la Jordanie. Ça existait déjà, oui, effectivement. Mais c'est une question, en fait, de libérer le génie des étudiants, le génie humain, en fait, pour pouvoir valoriser toute goutte d'eau. Notre principe, c'est toute goutte d'eau qui arrive doit être utilisée par le citoyen et par les habitants pour leur bien-être. Alors, ce qui est intéressant aussi, professeur, c'est tout le travail que vous faites avec les étudiants au niveau de vos laboratoires, au niveau donc, des clubs scientifiques aussi que vous encadrez, vous et tout le staff d'enseignants. Et donc, tous les projets portent justement à valoriser cette ressource. Vous parliez aussi d'un projet très intéressant, l'irrigation souterraine. Alors, parlez-nous un petit peu de ce concept. Oui, en fait, par l'intermédiaire d'un partenariat avec un industriel privé, nous avons acquis des gaines souterraines en fait, qui sont placées donc à 20, 30, 40 cm sous la surface du sol pour pouvoir irriguer donc, des cultures, notamment en ligne, c'est-à-dire des tomates, des poivrons, des aubergines, etc. Le but, en fait, c'est d'économiser l'eau. Nous savons tous que nous sommes un pays sous tension hydrique, sous stress hydrique, donc, et d'ici 2050, les prévisions font que la population va croître et que la ressource va devenir de plus en plus rare. L'idée, c'est d'apporter le strict nécessaire à la plante pour qu'elle puisse être rentable et productive. Et les étudiants sont toujours là avec nous pour mesurer, pour quantifier un peu les volumes d'eau consommés, les volumes d'eau apportés à la plante pour avoir un fruit donc, satisfaisant.
Et après, l'étape qui viendra après, donc, c'est l'extrapoler les résultats aux exploitations agricoles à travers le nord et le sud du pays. Il y a beaucoup d'initiatives, selon mes informations, qui sont prises ici et là, à Biskra et ailleurs, à El Oued, pour avoir des systèmes d'irrigation innovants, c'est-à-dire que vulgariser des systèmes qui sont adaptés à nos contrées et à nos climats. Et ben, justement, vous avez évoqué un point très important, professeur, qui est le stress hydrique que nous vivons d'ailleurs autant que pays du Nord. Vous le dites si bien, dans quelques années, le stress va grandir malheureusement. Oui. Et ça, ce sont tes prévisions. Après, nous vivons dans un monde où le réchauffement climatique aussi a son mot à dire, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, justement, toujours dans cette valorisation de l'eau, il y a plusieurs projets, de grands projets qui sont en train d'être faits, qui ont déjà été faits, d'autres projets qui sont en train d'être faits, les barrages, par exemple, et aussi toutes les stations de dessalement d'eau. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tous ces projets qui sont mis en place, justement, pour, encore une fois, valoriser l'eau? Il y a toute une stratégie qui est déployée à travers le territoire national, à travers le secteur du ministère de l'Hydraulique. Il faut savoir qu'aux côtés des barrages, il y a des retenues d'eau, il y a des stations de dessalement. J'ai appris que depuis très récemment, donc, l'eau de dessalement de la station de Fouca commence à desservir la wilaya de Blida. Il faut savoir aussi qu'il y a près de 200 stations de traitement et d'épuration des eaux dont les rejets devraient être valorisés progressivement vers l'agriculture ou l'environnement. Donc, il y a beaucoup d'initiatives, mais également nous, en tant qu'académiciens, nous travaillons sur de nouvelles initiatives futuristes du type créer une autoroute de l'eau. Et si on s'imaginait que notre pays, avec ses 2 300 000 et quelques kilomètres carrés, pouvait donc réceptionner toute goutte d'eau qui était réceptionnée en un point, pouvait être transportée vers un autre point du territoire national à travers des adductions. C'est ce qu'ont fait nos ancêtres à leur façon il y a quelques siècles, mais que nous devons réinventer et mettre en pratique au niveau de notre pays. Moi, je travaille beaucoup sur l'irrigation agricole, donc sur les céréales dans la partie ouest et est du pays. Il y a une différence, une diversité donc, des climats. Parfois, il y a des excès d'eau par là et des déficits par là-bas. Donc, il faut être capable d'imaginer un système efficient qui puisse satisfaire nos besoins. Et équilibré. Surtout parce que justement, le climat est capricieux tout au long de l'année, donc pour pouvoir faire un petit peu cet équilibre entre l'Est et l'Ouest, donc comme vous dites si bien, mais sinon, il y a aussi ces systèmes d'irrigation ancestraux, hein, donc, desquels nous avons beaucoup appris et qui ont beaucoup servi et qui ont pu finalement avoir une équité, on va dire, dans la distribution de l'eau. Je pense au Fougara, par exemple. Oui. Alors, est-ce qu'on peut réinventer finalement ces systèmes, les démocratiser peut-être dans d'autres régions? En fait, vous faites bien de le dire, ces systèmes-là qui étaient novateurs dans leur temps, donc c'est un système de valorisation des nappes qui affleuraient donc avec une distribution équitable au prorata donc des superficies et des droits de chacun. Donc il y avait une forme de justice sociale ou une gestion sociale de l'eau. Je pense que le temps est venu d'introduire des systèmes intelligents, c'est-à-dire grâce à l'IA, donc de pouvoir créer des systèmes, de démultiplier ces systèmes de répartition des eaux à travers des territoires nouveaux. Aujourd'hui, nous assistons donc il y a des écoulements dans différents oueds, il y a des crues qui se passent dans le Mzab, qui se passent dans Oued Maleh, dans beaucoup de régions de notre pays. Donc il faut inventer en fait des systèmes de répartition qui soient adaptés aux besoins. Toute la question, toute l'équation se pose entre l'équilibre entre l'offre en eau, ce qui nous arrive, et comment le répartir. Et cela nécessite donc une bonne connaissance du milieu, de nos besoins, et également une digitalisation de l'information pour pouvoir appliquer des outils modernes. Et c'est ce qui se fait au niveau de l'école en compagnie de vos étudiants? Bon, nous commençons en fait à toucher ces points-là de manière ponctuelle, à travers de petites initiatives, mais je dois dire qu'il faut faire ici appel à une masse critique d'information et d'expertise plus importante.
Voilà, effectivement. Mais sinon, il y a un autre volet, professeur, qui est très important. C'est vrai qu'au niveau académique, il y a beaucoup de travail qui se fait. Sur le plan gouvernemental ou étatique ou stratégique, il y a aussi beaucoup de travail qui se fait. Mais aussi le concours de la population, n'est-ce pas? La sensibilisation, c'est un grand volet aussi. Ah oui. De toute façon, le plus grand acteur, c'est la population, que l'on veuille. En fait, l'État est là au service de la population. Il y a des milliers de fonctionnaires, d'administrateurs, d'experts, d'ingénieurs qui travaillent dans le secteur de l'hydraulique pour satisfaire les besoins de la population, de l'agriculture qui consomme près de 80% des volumes, mais quand même, et le reste étant pour le développement de l'industrie nationale, mais la population est l'acteur, le consommateur numéro un. Donc il faut sensibiliser la population, il faut introduire des systèmes d'eau verte, d'eau bleue, d'eau grise, d'eau noire, c'est-à-dire que... Vous pouvez expliquer un peu plus les couleurs de ces eaux? Ah oui, les couleurs, en fait, l'eau bleue, c'est l'eau que nous consommons pour la boisson. L'eau verte, c'est celle que nous utilisons pour l'irrigation. Alors, l'eau grise, c'est l'eau, par exemple, des rejets au niveau des sanitaires, par exemple, qu'il faut qu'elle doit être adaptée, donc elle n'a pas besoin d'être de haute qualité. C'est-à-dire c'est une eau recyclée. Oui. Et donc on fait en sorte qu'il y ait le principe du recyclage et de la valorisation. Par exemple, dans les cultures aquaponiques, dans certains types de serres, par exemple, nous recyclons de l'eau. Donc, on peut faire tourner l'eau en boucle pendant plusieurs fois pour produire du piment, de la tomate et du maraîchage. Et cela dans des espaces relativement réduits. Et beaucoup de pays ont compris ça, en Europe notamment, pour pouvoir, avec peu d'eau, produire beaucoup et plusieurs fois. Alors, qu'en est-il justement de mettre en pratique cette philosophie qui reste quand même très très intéressante et économique surtout? La mise en pratique, elle commence donc par l'encadrement de l'État, le cadre juridique, la possibilité de réutiliser l'eau, soit que je dirais de qualité inférieure ou de couleurs diverses. Ensuite, il y a un cadre institutionnel, donc il y a des institutions qui mettent en pratique, qui ont pour mission de mettre en pratique, et il y a des programmes. À part cela, donc, selon mes connaissances, donc, il y a des initiatives individuelles qui sont prises pour valoriser ces eaux-là dans certaines régions du pays. Par exemple, la réutilisation de l'eau au niveau des serres agricoles pour pouvoir produire plusieurs fois, 2-3 fois par an. Ce sont des initiatives vraiment qui sont louables et qu'il faut valoriser et encourager. Et ce sont souvent des jeunes diplômés, diplômés des universités qui prennent ces initiatives et nous sommes toujours heureux de les découvrir quand on se déplace. Voilà, effectivement, il faut un travail colossal et un beau travail sur terrain. Mais sinon, professeur, le mois de mars, c'est le mois de l'agriculture par excellence. Aujourd'hui, c'est le 22 mars, nous célébrons la journée mondiale de l'eau. Hier, le 21, nous avons célébré aussi la journée mondiale de l'arbre, n'est-ce pas? Oui. Alors, peut-être un mot par rapport à l'arbre, par rapport à l'agriculture, du moment que que vous êtes directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie. Je dirais que l'eau et l'arbre sont intimement liés, c'est-à-dire qu'il y a eu le 21 mars la célébration de la journée mondiale de l'arbre. L'arbre, c'est l'instrument idoine pour nous aider à nous adapter au changement climatique. Toujours nous disons que quand on ne peut rien faire, il faut planter un arbre parce que l'arbre, il absorbe en fait les gaz, il atténue les effets du climat. C'est un climatiseur naturel, donc on n'a pas besoin d'avoir des climatiseurs. Et donc il faut encourager cette culture. Et l'agriculture tendance actuellement dans le monde, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie, c'est-à-dire un peu le couplage entre l'agriculture conventionnelle et la foresterie, c'est-à-dire avoir des arbres qui servent de brise-vent dans nos climats qui sont chauds, avoir des arbres qui atténuent les effets de la chaleur, du sirocco, désertification. Et donc l'eau est là donc pour permettre, elle peut être valorisée par les deux, par l'agriculture et la foresterie.
Voilà, donc ça reste un élément fédérateur, hein, Très bien, n'est-ce pas? source de vie. Voilà, effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations, professeur. Merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle, professeur Tariq Hartani, vous êtes le directeur de l'École nationale supérieure d'agronomie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous et surtout de vous avoir donné toutes ces informations. Merci. Et on continue cette fois-ci. Nous allons aller à la rencontre d'un brocanteur, d'un passionné de brocante, et c'est Samia Bouarour qui l'a rencontré dans ce portrait. On se retrouve juste après. Merzak Chellali, ce passionné d'objets rares et vintage, a transformé sa maison en brocante. Pour lui, c'est un lieu de partage et d'échange avec ses amis. Mon expérience et mon aventure a commencé par des véhicules comme ça, des miniatures comme ça. J'étais hospitalisé en 1974 et à chaque jour, ils me donnaient des voitures pour ne pas pleurer. Donc ça a commencé par là. Donc c'était my hobby. J'achetais souvent des voitures comme ça et j'en ai pas tellement beaucoup. Et après, quand j'ai grandi, j'ai voyagé, je suis parti en Angleterre. J'ai commencé à acheter tout objet de collection et je ne pouvais pas cacher, avoir du cash dans ma poche. Donc je dépensais beaucoup et je me suis retrouvé avec beaucoup d'objets qui un jour m'ont permis de faire une petite vente au garage, que nos compatriotes algériens ont trouvé ça très passionnant et ils ont tout acheté chez moi. C'est à partir de là que la brocante anglaise a vu ses portes ouvertes depuis presque 12 ans maintenant. Son cœur, basculé entre Londres et Alger, Merzak a fini par créer cet espace à Bir Khadem, au bonheur des passionnés comme lui. Dalila en est une, elle rate jamais ses rendez-vous chez son ami. Un jour, sur Internet, j'ai vu une annonce. Et c'est comme ça que je suis venue et j'ai connu Nordin. Il avait vraiment un petit espace. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, Masha'Allah, il nous a ramené de belles choses, sauf qu'il va nous ruiner, bien sûr. Pourquoi je viens très souvent ici, et puis avec Nordin, maintenant c'est une relation amicale. Voilà, vous avez vu, d'une passion, on est dans la passion amicale, parce que quand on aime la même chose, quand on partage cette passion, c'est plus l'argent. Je peux venir, d'ailleurs il m'est arrivé, un lieu où elle déniche les plus bonnes affaires, le cas de cette fois-ci. Ça pour vous, c'est vrai que ça c'est un petit objet, hein, mais pour moi il compte beaucoup, voilà. Il compte parce qu'il a été travaillé, voilà, à la main, et donc c'est quelque chose. Et plus c'est petit, écoutez, bien sûr, je suis contente. Cet amoureux de vieilles pièces offre une panoplie d'articles d'art et des objets de toute époque pour un voyage à travers le temps. Je suis à la recherche des objets rares, uniques. Quand je pars en Angleterre, je prends ma voiture et j'attaque le côté Kent, la frontière franco-anglaise qui me permet d'acheter dans les petits patelins des choses chez les mémés, chez les grands-mères et tout ça. Je leur demande est-ce que vous avez quelque chose à vendre. Ils me disent oui, ma grand-mère m'a laissé ceci, cela. Et j'achète souvent de la porcelaine chez eux qui est très très bonne, à des prix très bas. Et mes prix ici sont très raisonnables. Les gens ils se permettent, voilà. Des objets, des couleurs et des histoires, Merzak consacre ce petit coin secret pour préserver ses pièces uniques, plus que ça, ses coups de cœur. Oui, j'ai des objets rares, j'ai des objets que j'aime bien, mais ils ne sont pas à vendre. Une collection. Voilà, comme celle-là, c'est une pièce en bronze. J'ai cette trompette-là qui est de 1800, de 1800. C'est une vraie ancienne, elle est poussiéreuse, comme vous voyez. Donc c'est une très très ancienne pièce et elle a beaucoup de valeur. Ça, c'est une valeur qui va aux enchères. C'est à eux c'est les enchères qui savent, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à 5 000, 6 000 euros facilement. C'est une pièce très rare, c'est une pièce qui est recherchée. Donc, ça aussi, ça peut aller jusqu'à 250, 300 euros facilement. Voilà, c'est une pièce, voilà. J'ai cette assiette qui n'a pas encore été évaluée, qui est très ancienne aussi. Elle est de 1910.
Je ne sais pas si vous voyez. C'est de la céramique, c'est une plate, c'est Chinese plate. C'est un plat chinois conçu fait à la main. Donc il a de la valeur. Je ne l'ai pas encore. Bon, je l'aime. Donc il n'est pas à vendre, il est là. Je vais le prendre quelque part dans le bureau. Je vais le laisser ici. 12 ans d'aventure, Merzaq est déjà devenu un repère dans le domaine de la brocante. On parcourt même des kilomètres et des kilomètres pour venir apprécier ces objets d'art qu'il propose à ses clients, devenus amis au fil des années. Il a même servi d'exemple à ses copains à Londres en les encourageant de venir investir en Algérie, le cas de Djilali. Aujourd'hui, j'ai reçu mon meilleur ami, Djilali, de Tiaret, et on a vécu ensemble en Angleterre. Djilali, c'est un très bon ami avec qui j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup fait du business ensemble. C'est jamais acharné, on s'est jamais accroché. Et là, il s'est installé à Tiaret avec un beau restaurant. الحمد لله ودروك راني نلقى مع صاحبي ميمو جيت عنده هنا في لابروكونت اونجليز توحش ويا الانجليز جيت شفت الصوالح تاعو كاع اللي جابهم من لندن حسيت روحي راني اون انجلتير تري بيان مرحبا بك جيلاني عندنا مرحبا بك عندنا الله يحفظك ان شاء الله. La passion a emporté cet amoureux de brocante très loin. Aujourd'hui, il est comblé d'avoir réalisé son rêve. Voilà, c'était donc une belle rencontre avec ce passionné de brocante et c'est Samir Bouarour qui l'a rencontré pour nous. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux activités des associations, donc de la société civile et surtout à la solidarité, particulièrement en ce mois béni. Et nous en parlons en compagnie donc de notre invitée, Madame Ferial Kaïdi. Bonjour, marhaba bik. Oui, bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Marhaba bik. Alors, Ferial, vous êtes la présidente de l'association Al-Afaq Al-Jamil, n'est-ce pas? Alors, parlez-nous un peu de votre association d'une manière générale. C'est un travail que vous faites tout au long de l'année, hein, de toute façon. Oui. Mais on va revenir sur le mois de Ramadan. Mais avant cela, votre association, en quelques mots. Alors, c'est une association qui prend en charge tout ce qui est enfants et jeunesse et enfance. Nous avons un programme qui est étudié et tracé par les membres de l'association pendant l'année. Veut dire que nous avons un programme environnemental, culturel, sportif, éducatif avec les enfants. Et bien sûr, on prend en considération tout ce qui est fête nationale et religieuse, là où bien sûr on est obligé de faire des activités par rapport à tout ça. Et aussi, comme vous dites, c'est le mois sacré. Et le mois sacré, bien sûr, nous avons un projet étudié toujours à l'avance avec les membres et les bénévoles, où ça consiste à commencer déjà bien avant Ramadan. On prépare tout ce qui est les couffins pour bien sûr pouvoir aider certaines familles qui sont dans le besoin. Voilà. Et bien sûr, pendant Ramadan, nous avons un programme qui est tracé, comme par exemple la circoncision, aussi des formations avec les enfants. On fait tout ce qui est inter-association pour essayer de faire... Inter-association, c'est un travail de collaboration que vous faites avec d'autres associations, c'est ça? Tout à fait. Et ça permet aussi aux enfants de faire des jeux éducatifs, des ateliers, tout ça, d'autant plus que généralement, nous sommes en voie les enfants, ils vont sortir en congé très prochainement et là, on va... Ils sont déjà en vacances. Ils sont déjà en vacances. Voilà, et ça veut dire que par rapport à ça, on programme aussi quelques activités avec les enfants. Donc, des activités ludiques, des activités éducatives. Éducatives, des ateliers. On fait aussi des sorties éducatives. Les ateliers, ça porte sur quoi généralement? Les ateliers, par exemple, on fait tout ce qui est dessin, tout ce qui est travaux manuels, tout ce qui est apprentissage de Coran pour faire on fait aussi, comme j'ai dit, inter-association. Ils ramènent leurs enfants et nous avons nos propres enfants qui sont adhérés pendant l'année avec nous. Et là, ça consiste à faire des ateliers pédagogiques avec les enfants et aussi, on fait tout ce qui est moussabaqat, tout ça pour permettre à avoir une certaine vision avec les autres associations pour créer cette harmonie entre
entre associations. Et c'est ça le but, comme vous dites, c'est important d'avoir au cœur de nos enfants, ils apprennent à connaître d'autres enfants qui sont intégrés dans d'autres associations et connaître leurs activités à eux. Et on fait quelques comparaisons pour voir si on doit faire les mêmes projets par rapport à ce que nous faisions et par rapport au programme que nous avons étudié pendant l'année. Donc mieux connaître les besoins finalement des enfants et des jeunes qui sont dans votre association. Tout à fait. Effectivement. Alors toujours dans les activités que vous faites et particulièrement lors de ce mois de Ramadan, vous avez fait une très très belle initiative qui a regroupé quand même 500 personnes environ, un grand iftar. Alors, pied dans l'eau. Oui. Ça doit être magnifique, et d'autant plus qu'on a eu de belles journées durant ce mois de Ramadan. Tout à fait, c'était avant-hier avec le réseau Nada et nous avons organisé ce big iftar, comme vous dites, et c'était extraordinaire, un iftar familial où il y avait une très belle harmonie. C'était pied dans l'eau. On le voit. Oui, c'était pied dans l'eau et avec les bougies, avec... à la chandelle, carrément. À la chandelle, carrément. Il y avait des ateliers avant. On avait commencé... c'était à l'occasion de Eid al-Nasr, le 19. Oui. Et comme il y avait... on a commencé par des ateliers, c'est-à-dire avec le réseau. Il y avait le réseau Nada, il y avait plein d'ateliers qui étaient organisés. Donc on rappelle que le réseau Nada, c'est un réseau pour la protection de l'enfance. Tout à fait. C'est un réseau qui prend en charge tout ce qui est enfant. Et voilà, il y avait beaucoup d'ateliers avec les enfants. Et avant l'iftar, il y avait Hakawatia qui était présente, qui a fait, voilà... Une conteuse. Oui, voilà, c'était très sympa. Les enfants, ils étaient émouvés d'entendre ces belles histoires, etc. Et il y avait aussi les clowns, les magiciens, il y avait de la tombola pour les enfants, des kermesses de jeux. C'est-à-dire que nous avons organisé ça en collaboration avec la DGS d'Alger, qui a pris en charge le côté jeu, etc. Et bien sûr, avant l'iftar, c'était les parents qui venaient. Et c'était très beau de voir les voisins, les tantes, les frères et sœurs qui descendaient pour avoir un bel iftar, comme à la semaine. Comme tu avais le tabla quand elle se posait avec nos grands-parents. Ils ne se soucient pas de ce qu'on allait manger plus que le comme on dit. Voilà, c'était la belle ambiance. Et c'est ce que nous avons vécu le 19 mars, et c'était vraiment extraordinaire. Après, à la fin, il y avait aussi une tombola pour les parents qui étaient présents, les familles. Et voilà, c'était avec une société qui avait pris en charge ça. Et c'était très beau de voir tout ça, cette belle ambiance. Comme vous avez dit, c'était... Alors là, on voit, il y a un beau monde. Il y avait un très, très beau monde. Voilà, ils étaient satisfaits déjà de... Alors j'imagine que c'est tout le monde qui voulait aider, c'est tout le monde qui a mis la main à la pâte. Voilà, c'était déjà, il y avait des bénévoles du réseau Nada et des bénévoles de notre association. On avait fait des réunions à l'avance pour programmer l'organigramme, la logistique, tout ça, pour pouvoir faire un événement à la hauteur et étudié par rapport aux familles, etc. C'était beau, il y avait tout le monde qui était présent. D'ailleurs, il y avait certaines personnes qui avaient ramené du pain préparé de la maison, qui étaient en train de donner entre eux. Voilà, c'était beau de voir tout ça. Et à la fin, c'était la belle soirée avec du thé, des gâteaux orientaux, etc. Et voilà, ça veut dire que c'est important d'avoir de tels événements. Et nous, avec le réseau Nada, on a pris en considération de ne pas faire ça comme d'habitude on le fait dans des salles, etc. On s'est dit non, il fait beau, on va profiter, c'est à l'image de notre pays. Effectivement, en tout cas, bravo pour tout ce que vous faites et surtout l'encadrement que vous offrez à ces enfants. On rappelle que c'est une association qui travaille tout au long de l'année, donc on peut adhérer à l'association, on peut rejoindre l'association pour bénéficier donc de toutes ces belles activités. En tout cas, bravo encore une fois et merci d'avoir été parmi nous. Je rappelle Fria El-Qaïdi, donc vous êtes la présidente de l'association Al-Afaq Al-Jamil. Merci beaucoup Fria d'avoir été parmi nous. Très très belle continuation à votre association. Voilà, et donc on continue, on va se retrouver pour la dernière station de cette matinée en compagnie de notre amie Amina Zeri qui reçoit
qui reçoit donc de très très bons invités comme à chaque fois, qui vont nous mettre de l'ambiance sur notre plateau. Mais avant cela, Samia Bouarour s'est intéressée en ce mois béni aux livres, mais pas n'importe quel livre. Ce sont des livres qu'on a bien envie de lire particulièrement dans des occasions spécifiques comme Ramadan ou la Bachir d'une manière générale. Et ben, il s'agit des livres spirituels et c'est Samia Bouarour qui s'y intéresse dans ce reportage. On se retrouve juste après. Le mois sacré du Ramadan est une période qui encourage les actes de bienveillance, la réflexion, la discipline et la connexion avec Dieu. C'est ce qu'a révélé un bon nombre d'ouvrages portés sur la spiritualité. Shakib, le gérant de cette librairie, nous a confirmé l'engouement des gens sur la lecture, une lecture très spéciale. Et il y a des lecteurs qui viennent spécialement pour prendre des livres sur la religion, la spiritualité. Il y en a beaucoup, il y en a même qui se préparent avant, venir prendre des livres pour leur lecture du mois, parce que c'est un mois, comme mois sacré, c'est un mois important pour lire, c'est un mois important pour se recueillir et pour se recentrer sur soi. Voilà, c'est ça le plus important. C'est pas qu'un mois que pour consommer, en fait, c'est aussi un mois pour consommer autre chose que ce qu'on fait, en fait, de la lecture. Pour les musulmans, en général, ce mois sacré est une période où la réflexion est toujours portée sur les bonnes valeurs, la bonne conduite ou husn sira et la foi. Et pour se nourrir spirituellement, cela ne peut se faire sans lire le Coran et les livres aux aspects spirituels pour une meilleure compréhension. Et quand on parle de spiritualité, on évoque toujours des lumières du soufisme. Amir Abdelkader, Ibn al-Arabi, Omar al-Khayyam et d'autres. Je vais vous conseiller, suggérer 3 livres pour lire ce mois-ci. Il y a un livre de Khaled Bentounes qui s'appelle Thérapie de l'âme. C'est un livre très intéressant que l'auteur nous présente comme quelque chose, une espèce de somme pour revenir vers soi, revenir vers quelque chose d'essentiel, purifié pour arriver tendre à Dieu en fait. C'est ça le plus important. Dans ce monde matérialiste qui nous tire vers le bas, la transcendance, quelque chose qui tire vers le haut, c'est ce que présente ce livre-là qui est très important et très intéressant, Thérapie de l'âme de Cheikh Bentounes. Un autre livre qui est un peu plus ardu, un peu plus spécifique, un peu plus technique, on va dire, c'est Lumière Soufie d'Abdelbaqi Miftah, qui est un commentateur et un spécialiste de l'Emir Abdelkader et d'Ibn Arabi, deux grands pôles du soufisme en Algérie. Alors on connaît l'Emir Abdelkader pour son côté guerrier, son côté résistant, on connaît moins son côté spirituel, donc c'est ce côté-là qui est présenté ici. Et puis son maître, on va dire, c'est Ibn Arabi, c'est le grand qadi andalou qui présente une vision très intéressante de l'islam, de l'ésotérisme islamique. Voilà, c'est un livre très intéressant, Lumière Soufie. C'est un livre parfois un peu technique, mais qui pourrait intéresser les lecteurs qui s'intéressent à ce type de sujet. Et puis pour terminer, un peu de poésie avec Jalaluddin Rumi. Donc là, pour le coup, c'est Sari Hekmet qui a traduit et qui a compilé les poèmes de Jalaluddin Rumi. C'est des poèmes de l'amour mystique, de l'amour divin. C'est des poèmes qui parlent de Dieu, qui parlent de l'amour qu'on doit porter pour Dieu. C'est des poèmes très épurés, pas très longs, mais qui sont pour le coup assez sages. Il y a une sagesse, il y a une espèce de somme spirituelle très importante dedans. Voilà. La lecture, ça nous permettra de nous évader un peu, de passer du temps autre que les révisions et de pouvoir imaginer, travailler notre imagination, découvrir beaucoup de choses aussi. Très bien. Pourquoi avons-nous tant de mal à vivre et à réaliser cet état de confiance? D'abord, avons-nous réellement confiance en nous? Atteindre l'état de confiance absolue en Dieu, qui est le tawakkul, présuppose que nous ayons au préalable une fin inébranlable en notre origine divine. Commençons donc par construire notre individualité en recherchant en nous un point d'appui stable et une vie intérieure porteuse de divinité, d'unité. Celui qui s'en remet à Dieu se libère de ses peurs, vainc ses angoisses. Ça, c'est un petit passage dans Thérapie de l'âme de Cheikh Khaled Bentounes qui parle du tawakkul, qui parle de la confiance en Dieu et qui est très important et très intéressant.
à lire et à découvrir. Le ramadan ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire, il s'agit d'adopter tout l'esprit du mois sacré qui englobe la communauté, la compassion et la pleine conscience. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Et donc, comme je vous le disais, on retrouve notre amie Amina Ziri, toujours aussi bien accompagnée. Amina, bonjour. Bonjour, لبسوا كراكوات فكاش مشكل. لبسوا الكراكوات ولبسوا قسطان القاضي ولبسوا البلوزه ونديروا الشده والدنيا ونطيبوا لي تيلمون ريش تاعنا امبليماتيك. Voilà, c'est tellement riche, الله يبارك. Parler de l'Aïd. Bonjour. Comment ça va, Amina? Ça va, واش راكي؟ الحمد لله. جبتكم بخير. الحمد لله الحمد كامل لله بخير. يا ربي. Donc très heureuse de te retrouver et de retrouver aussi nos amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui ont choisi Bonjour d'Algérie. Et ce matin, j'ai l'honneur de recevoir deux grands messieurs qui militent aujourd'hui pour sauvegarder, pour promouvoir aussi notre patrimoine culturel, artistique. Il s'agit de M. Sid Ali Ben Salem, qui est comédien, qui a marqué les téléspectateurs algériens à travers beaucoup de rôles, dans beaucoup de sitcoms, de films. Et aussi, il est le président de l'association artistique et culturelle 3e millénaire. Le 3e millénaire. Donc, أنا ولفت نقول لك الألفية الثالثة. الألفية الثالثة. وأنا سعيد جدا بهذه الدعوة اللي وجهتوها لي باش نحضر معكم باش نحكيو على البرنامج اللي راح ديروا للألفية الثالثة. Donc, vous préparez un grand hommage aussi aux deux grands messieurs. زوج شخصيات. الأستاذ الباحث في التاريخ سعيد علمي المخرج القدير والكاتب والمخرج بوعلام عيساوي. بوعلام عيساوي. Donc إن شاء الله يا ربي on va parler de إن شاء الله. cet événement. Je présente d'abord mon invité qui est venu de la ville des arts et d'histoire. واش نقول لك واش من ريحة طمينة اللوز شبح الصفراء. يا أخي هو à chaque fois qu'il vient, il nous emmène en voyage comme ça. يجيب روايح. Donc aussi une grande voix, une belle voix, Chemseddine Djebassi, qui nous a rendu ce matin une belle visite justement pour médiatiser aussi son gala, sa participation dans un gala qui, à travers ce gala, on va rendre un grand hommage aussi à un pilier de la chanson Malouf. Il s'agit de Hamdi Benani Rabbi. Donc, il sera en compagnie d'une pléiade d'artistes. Bonjour. مرحبا. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Surtout, Anna, je suis plus que ravi en compagnie de notre grand artiste, Sid Ali Ben Salem. Ça fait plaisir. Merci. Ou voilà, un grand bonjour à nos amis téléspectateurs qui nous regardent. ونقول لهم جبنا لكم سوق القسنطينه. الله الله. وعادات قسنطينه سيدي هكذا في خاطركم. يعيشك. En commençant en beauté, toujours avec la belle voix de Chemseddine. بروايح قسنطينه. Juste modeste voix. Elle est belle, j'adore votre voix et donc vous n'êtes pas venu seul Nour الهدى. Toujours accompagné de بلوطار لوطار والعود. يقول لك في 3 زهو عمرها. يقول لك رافد عودي وسلاحي. Allah. Donc on commence avec un istikhbar. Juste pour c'est une tradition avec Amina. لازمنا نبداو بالكلام الزين. C'est une tradition. Exactement الهدى. نقول لكم في خاطركم تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في بقاع الأرض أقمار. ما شاء الله. الله. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس يقمرون.
يعطيك الصحة. ميرسي يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. واش هي حكاية لو كافي امبليماتيك طونطونفيل بيناتكم؟ خاطر سيد علي قبيل قال لي اني شايفك وانا جيتي كازي، قلت له انا يعني دوك نقول لك وين شايفين بعضنا. سيتي كيما يقول لك واحد القعده هكذا في الكافي طونطونفيل، وجيتي رافي داير دو فير انترفيو افيك عبد العزيز بن زينة اللي نحييه في هذا المقام هذا. وكنت اشركت سيد علي خاطر جافي ايميسيون راديو يعيطوا لها انتيتولي ريحه البنينه، وجي في اون انترفيو معاه. دونك قلت له ها وين تلاقينا في طونطونفيل لو كافي امبليماتيك، المكان اللي يتلقاو فيه تقريبا كل فنانين. certains carrefour des artistes. Voilà, moi je me rappelle quand j'étais jeune, très jeune, je me déplaçais avec ma maman à Tampamville juste pour voir شكون تقول هاشمي قروابي، juste pour le voir. Exactement. Donc هذوك الناس اللي تحبهم وتحترمهم تشوفهم قدامك. قدام الشعب قاعدين. Donc ربي يرحمهم كامل. Je ne sais pas si on va écouter le clip de Shams ou là je donne la parole à monsieur Sid Ali Ben Salem. Alors, on me dit que le clip est prêt. D'accord. Voilà, on va voir un extrait. Alors, ce sera juste un extrait. On aura l'occasion dans notre émission de le voir en entier dans les jours. C'est une très belle chanson qui elle a été dédiée elle est passée en exclusivité à Canal. Alors, on va découvrir. رمضان يا رمضان مرحى شهر الصيام، به أنزل القرآن بالهدي والبيان، به أنزل القرآن بالهدي والبيان، بالهدي والبيان. وتسمو فيه الأرواح بنشوة الإيمان، وتسمو به الأرواح بنشوة الإيمان، بنشوة الإيمان. أوله رحمات وآخره عتق جميل، أوله رحمات وآخره عتق جميل، ووسطه غفران من رب رحيم، ووسطه غفران من رب رحيم، من رب رحيم. رمضان يا رمضان. Magnifique. Très belle. C'est un très beau cadeau à l'occasion du mois de Ramadan. Je tiens à remercier mon ami, l'arrangeur de cette belle musique, c'est Fouzi Delmi. Vraiment, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Tu sens l'âme embrassée avec les émotions, avec Ramadan. Je souhaite à tous les Algériens, les musulmans, Ramadan Karim. Inch'Allah, merci pour ce cadeau. Donc, revenons à M. Sid Ali Ben Salem, donc l'association culturelle Le Troisième Millénaire. Rend un très grand hommage à deux grands monsieur, Saïd Helmi, l'écrivain, le journaliste, le spécialiste en communication, et aussi à Boualam Aïssaoui, qui a aussi beaucoup donné au théâtre, au cinéma en Algérie. Moi, je trouve que
قلتها لك مقبله قضيت على واحد الكلمه اللي نستعملوها بزاف تاع كي كان عايش مش تختبرها كيما تعلقوا له. Oui. Je pense que c'est la seule association qui rend hommage comme ça aux artistes de leur vivant. C'est la seule, en tout cas c'est la seule que je connais. Non, l'association a été créée en 2000. إلى يومنا هذا 25 ans. وصل العدد اليوم 198 فنان على كل حال في كاع المجالات. اليوم احنا فكرنا باش نكرموا زوج شخصيات كما قلتي، سعيد علمي مد الكثير المؤسس التلفزيون، هو باحث في التاريخ ومخرج قدير، تقريبا كل الاعمال تاعو كانت ناجحه، وبوعلام عيساوي كان كاتب ومخرج القدير. هاد الزوج شخصيات انا فكرت باش نكرمهم بقاعه المسرح الوطني، والحفل راح يكون ان شاء الله نهار 3 ان شاء الله بحضور كوكبه كبيره تاع الفنانين. ونقول باللي هذا التكريم وهذه التكريمات اللي راهي تقوم بها الجمعيه الألفية الثالثه بالتنسيق مع الديوان الوطني للحقوق التأليف والحقوق المجاورة والمسرح الوطني تحت رعاية وزارة الثقافة. احنا دائما نسعى باش نكرموا الفنان كما قلتي في حياته، ونعملوا له عرس كبير، وراح نخليوه يزيد يمد. على كل حال احنا النية تاعنا باش نكرموا فنان، ماشي نكرموا فنان باش نقولوا له خلاص جات خلاص ما زيدش تخدم، لا كونطرا نزيدوا نشجعوه باش يزيد يواصل، باش يزيد يخدم الشيء اللي الثقافه الجزائر بصفه عامه. Bravo. On vient de voir justement des photos, une photo en compagnie de la grande Zahwania avec Houari Ben Chennat. مش كان كرمتهم. Voilà donc الله يرحمه ويسع الله يرحمه ويوسع عليه. Moi ce que j'ai aimé pourquoi وعلاش قلت لك مقبله هذيك نقضيو على كي كان عايش parce que l'artiste est honoré en présence de sa famille, dans son vivant. Exactement, il est vivant, sa famille, ses collègues, donc il est là, فرحان. Parce que à quoi bon donc كرموه كي يكون ميت vraiment. Et justement, on voit en ce moment une belle photo aussi, une pléiade d'artistes. Juste avant, on a vu une photo de Sidi Ali Kouirat aussi, ici Zahwania Ben Chennat. هواري بن شنات فوالا. كان المغناوي كان المغناوي على اسمه فوالا. ان شاء الله يتكرم ان شاء الله قريبا واسمه. ما زال الشباب صغير ما زال. احنا على كل حال احنا دائما نكرموا الفنانين اللي كبرنا معاهم، الفنانين اللي كبرنا معاهم اللي خلونا حبينا الفن. يعطيك الصحه. هادو نقول لك يا مينا والله صافي كونترير، احنا ما زلنا نقولوا ما زلنا في الشط، ما زلنا نون جوست بور ريغولي. ان شاء الله كل يوم هاد لي غروند زيكون هادو لي زارتيست انا نقول لهم هزينا منهم اول حاجه لو كومبورتمون تاعهم والتربيه تاعهم. بارك الله فيك. قبل الفن هزينا منهم هذه فالير هذه مورال. Quand on parle de Saïd Almi, moi j'ai eu cette chance et l'honneur de côtoyer ce monsieur. Certainement toi aussi. Effectivement, de très près. Il suffit de le côtoyer dans les parages, dans un couloir. On se dit bonjour, Mouchalak Prit, il te donne nasiha. Il est là pour t'orienter. C'était كيفاش متواضع. Du professionnalisme, d'une correction. Il était très éduqué, il donne une très très belle image sur le métier aussi. C'est vrai que 5 minutes du bonjour valent avec lui une conférence. Exactement, exactement. Donc حنايا نقولوا له ربي يطول عمره اللي هو بوعلام عيساوي. ان شاء الله يطول. وهاد لي زارتيست هادو سي نقول عليهم سي كيف يقول لك دي زيكول اسيال اوفار. دونك من الكومبورتمون تاعو تهز عليه تشوفوا برك كيفاش يهضر كيفاش يدير، تهز هذاك التواضع وهذاك. Justement, شمس الدين جباسي, vous allez faire partie d'une pléiade d'artistes ce soir qui va honorer une grande personnalité artistique. Il s'agit de Hamdi Benani, l'ange blanc. Je trouve qu'il n'a pas moi aussi j'ai eu cette chance de le côtoyer.
c'était un ami. Donc, certainement, Tatani vous a inspiré durant votre carrière. En tous les cas, vous êtes invité d'ailleurs à venir assister à ce spectacle. D'ailleurs, je garde un très bon geste de Hamdi Bennani. J'ai l'occasion, l'honneur de partager avec lui une tournée comme ça, une tournée de Lambda. Ça fait d'ici 5 ans, 6 ans, et en compagnie aussi de Kamel Galmi. Où on a fait une tournée de 4 endroits. Je me souviens bien la soirée de Annaba. J'étais toujours classé en deuxième, en deuxième rang, pour garder comment dirais-je, l'assistance de Hamdi Bennani et l'assistance de Kamal Galmi. Donc يقول له نحطوه بيناتنا باهي ثم هو الدوزيام هو يجي الدوزيام باهي la soirée d'Annaba, peut-être Kamal Galmi que je passe un grand bonjour, بالك il avait un empêchement باهي يروح بكري هو il a sauté sur la deuxième place. والله العظيم افيك ان طون ديو هضر معاه قال له لا ماهيش هكذا ماهيش هكذا، هذا جان لازم يقعد بيناتنا نعقبوه هو في النص باهي شوف واحد لي كومبورتمون دان كرون طون فريمون تا موديستي، وتشوفي في هذيك نقول عليهم لي زيستوار اللي يحكيهم لك بناني سي فريمون هذيك ليكسبيريونس تاعو اللي تستفيدي منها، سي دي لوسون دو في. C'est un grand monsieur. Il va rester dans les mémoires de tous les Algériens. Exactement. Donc vous serez avec une pléiade. Oui, avec une pléiade d'ailleurs avec son fils d'ailleurs, mon ami Kamal Bennani, ou avec un grand monsieur Tani de Annaba, Mbark Dakhla, que je salue au passage. وان شاء الله on va fêter هذا l'événement مع ناس العاصمه، ناس الاوبرا، ونقول لهم venez nombreuses pour assister à ce spectacle qui sera vraiment particulièrement dédié à 22h. رانا نستناوكم امينه ان شاء الله يا ربي، on sera en force ان شاء الله. مسيو بن سالم راح نختموا معاك بيان سور، ما نروحوا عند شمس الدين. قبل ما تختمي معايا لازم نقول البرنامج اللي راح يكون الكلمه باش تقول لنا البرنامج اللي راح يكون ان شاء الله نهار 3 هما نخبه كبيره تاع فنانين اللي راح يشاركوا في هذا الحفل التكريمي. الفنان الحاج عبد الرحمن القبي، الفنان عبد العزيز بن زينة، السيدة الفنانة القديرة السيدة نرجس، الفنان المحبوب نصر الدين قاليز، والفنان حكيم العنقيس ابن الفنان بوجمع العنقيس ربي يرحمه برحمة الله، وفي الأغنية القبائلية بوعلام شاكر. راح يكون الحفل بالتنشيط مراد محسن بوزرطيط، وتكون الفرقة الزردة تاع سفيان بن ناصر. ونتمنى ان شاء الله الجمهور ان شاء الله يلبي الدعوه ويجي يحضر لهذا التكريم لهذه الزوج شخصيات هذو. وقبل ما نختموا كان هذه الحصه هذه جو بروفيت لوكازيون اليوم الانيفرسير تاع اخونا المحبوب الفنان القدير صويلح وقروت، يعطيك الصحه. اليوم عنده اليوم 22 مارس من مواليد 62، اليوم العيد ميلاده. باسمي وباسمكم باسم كل الفنانين باسم الشعب الجزائري نقولوا لصالح قروت ربي يشفيك ان شاء الله وتعاود ترجع للساحه الفنيه. وبمناسبه الحلول عيد ميلاده نقول له عام سعيد وكل عام وانت بخير ان شاء الله. بعد كامل افيك شمس الدين نديروا له هذه، نديروا له صالح وقروت والله افيك كرون. هيا بسم الله بسم الله صالح وقروت ان شاء الله. وباشونتي نغنيو له صالح وقروت. يا رب العالمين ربي يشفيه ان شاء الله، والجمهور تاعو راهو متوحشوا فريمون، وان شاء الله يعود لنا بقوه قريبا يا رب. ونقولوا له بلي انا ما نسيناكش وما نساتكش، كان الجيري رانا نحتفلوا بعيد ميلادك ان شاء الله على المباشر ان شاء الله. ويعطيك الصحه، يعطيكم الصحه. لا خونا نحبوه احتراما. انا غني له
سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا صلاح، صلاة حلوة يا برود، صلاة حلوة يا برود. Happy birthday to you, happy birthday to Salah, happy birthday to Salah, happy birthday to you. Voilà, en tout cas, très belle surprise aujourd'hui pour notre grande artiste Souailah, à qui on souhaite un prompt rétablissement, donc au nom de tous ceux qui l'ont aimé, ceux qui continuent à l'aimer. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites, donc pour les artistes, pour la protection du patrimoine. Amina, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, toujours aussi bien accompagné. Donc, nous arrivons à la fin. Exactement. Donc on arrive à la fin de l'émission. On va peut-être terminer avec vous. Ah oui. N'est-ce pas? C'est la régie qui le demande. Hein. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très... Ah oui, au fait, avant que j'oublie, du moment qu'on parle d'anniversaire et que nous avons chanté le joyeux anniversaire, c'est aussi l'anniversaire de notre ami Nabil Kitouni, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. On va retrouver samedi prochain, Inch'Allah, dans sa rubrique cinéma. Voilà, donc je vous le disais, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Radia Boulmahali vous donne rendez-vous dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouve le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. عشق ممحون نار الهبة، عاشق ممحون نار الهبة، عاشق ممحون نار الهبة، فتش حزي في العاصمة تصيبها، وما تضربنيش وعلى راسي وتخرجني وعلى ناسي عن جالك يا نصبر ونقاسي، خالي عمي ما يسلم فيا، عاشق ممحون نار الهيبة، عاشق ممحون نار الهيبة، عاشق ممحون نار الهيبة.